De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. C'est de quoi je me mêle, l'actualité des nouvelles techno. Victor Jakimovic nous rejoint tout à l'heure, bien sûr, pour ses coups de cœur high-tech. Mais dans l'immédiat, allez, on va parler jeux vidéo et préhistoire du jeu vidéo. Rappelez-vous, pour tous ceux qui ont vécu la révolution du jeu vidéo des années 80, il y a un jeu mythique qu'on a tous évidemment en tête, qu'on joue encore de temps en temps. Moi, ça m'arrive, hein, j'ai encore une vieille petite Game Boy et de temps en temps, je me fais une petite partie de Tetris endiablé. Et oui, on va parler de Tetris, un jeu incroyable qui a été le début d'une grande série de jeux addictifs. Hein. C'était peut-être l'un des tout premiers jeux véritablement addictifs. Hein. Quand on était picousé à Tetris, c'était difficile de s'en défaire. On va revenir sur ce jeu parce qu'il a été créé par un monsieur qui s'appelle Alexei Pajitnov et qui, en fait, a vécu une histoire incroyable avec ce jeu Tetris. Alexei Pajitnov est un Russe et vous allez voir que cette histoire pourrait, devenir un film et ressemble presque à un vrai roman d'espionnage policier. Pour en parler avec moi, j'ai Daniel Ishbia qui est à mes côtés. Bonjour Daniel Ishbia. Bonjour. Daniel, vous êtes écrivain, biographe, alors vous êtes un spécialiste des nouvelles technologies, du jeu vidéo, vous avez fait des bios, entre autres de Bill Gates, de Steve Jobs. Vous avez fait récemment une bio d'un groupe de rock, Téléphone, oui, parce que vous vous intéressez beaucoup à la musique aussi. Mais là, on va parler donc d'Alexei Pajitnov. On est au milieu des années 80. Et donc, cet informaticien, cet ingénieur russe, décide de créer un jeu qui va devenir mondial. C'est ça. En fait, ce qui se passe, Alexei Pajitnov commence à créer Tetris, donc c'est tétramino comme des dominos, des doubles dominos qui tombent, qu'on réajuste. L'idée de génie, c'est que quand on a complété une ligne, elle disparaît, donc ce qui crée du challenge. Et on doit perpétuellement. Et quand on fait plusieurs lignes d'un coup, là, c'est de super bonus, on marque plus de points. Exactement. C'est ça au trick. Hein. C'est quand on faisait un Tetris, en fait. Le Tetris, c'est quand on faisait 4 lignes. C'est ça. Et lui-même, il n'arrive pas à finir de le programmer. Il commence à y jouer. Et puis ses collègues lui disent: mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Et après, il est obligé de les sortir de l'ordinateur. Au bout d'un moment, tout Moscou joue à Tetris. Et puis. Donc là, on est quoi? Milieu des années 80? On est en 85, très exactement. Là, il y a un jeune qui s'appelle Vadim Gerasimov, qui le porte sur IBM PC. Des disquettes commencent à circuler. Ça part en Hongrie. Et là, en Hongrie, il y a un gars un petit peu... Peut-être pas le gars que vous prendriez comme babysitter, un petit peu... Un petit peu quoi? Un petit peu un blueseur, on va dire. Quelqu'un qui sait bien blueser les autres, qui s'appelle Robert Stein. Mais bon, j'espère qu'il ne me fera pas de procès après ça. Mais bon... Il envoie un fax à l'Académie des sciences. Il dit: voilà, j'aimerais bien acquérir les droits de Tetris. Pajitnov et son supérieur lui répondent: pourquoi pas, on pourrait être intéressé. Lui, il prend ça comme un feu vert. Il va vendre ça à Mirrorsoft, qui est une filiale de Maxwell. Maxwell, qui est alors le géant des médias australiens, qui a des journaux dans le monde entier. Et Tetris devient un succès mondial, alors qu'en Russie, il ne touche absolument pas un copec. Et Pajitnov, le dernier d'entre eux. Et progressivement, ça va commencer à énerver les Russes, parce que Gorbatchev, qui est devenu président, leur dit: maintenant, il va falloir faire rentrer des sous dans les caisses. Et là, il va se passer un imbroglio. Je ne sais pas si on commence à en parler. On va en parler, mais rappelez-vous, au milieu des années 80, Internet n'existe pas. Donc en fait, c'est pas parce qu'on appuie sur un bouton qu'un jeu devient tout de suite mondial. Hein. Donc ça s'échange sur des supports préhistoriques, hein, des disquettes, des choses comme ça. Les jeux font quelques kilo-octets. Hein. C'est vraiment, c'est incroyable. Ouais. Et donc il y a eu quand même la démocratisation de ce jeu qui s'est faite grâce à des acteurs du jeu vidéo. Alors il y a eu Nintendo, mais avant il y avait Atari. Exact. En fait, c'est un imbroglio complètement dingue, parce que donc Robert Stein a un peu flousé les Russes, et puis à un moment, il y a un type qui arrive à la tête du bureau de commerce extérieur, et il commence à en avoir marre, il tape du poing sur la table, il veut un petit peu toucher des copecs là-dessus. Et là-dessus, il y a Nintendo qui va rentrer en scène, qui va dire: moi, je veux récupérer ce jeu pour ma Game Boy. Et là, il va se passer un imbroglio digne d'un roman financier. Donc là, c'est un problème de droit d'auteur, en fait. Exact. C'est ça, hein. Pour résumer, par exemple, on a en mars 89 Atari qui vient de publier 500 000 cartouches de Tetris, qui reçoit un fax de Nintendo: vous arrêtez tout, ce jeu ne vous appartient plus, parce qu'entre-temps, Nintendo a récupéré les droits grâce à un drôle d'individu qui s'appelle Hank Rogers, qui est dans le livre, qui donne sa propre version, qui est un peu difficile à appréhender au début. C'est une sorte de cow-boy asiatique, si je pourrais dire. Ouais. Avec une queue de cheval, etc. Mais, pourquoi il est lié à cette histoire de Tetris, Hank Rogers? Hank Rogers est un pote du PDG de Nintendo. C'est tous les deux des grands fans du jeu de Go.
savoir que souvent, ce qui unit des gens, c'est des choses un petit peu très terre à terre. Et donc, il sait que c'est un débrouillard avec Hank Rogers. Hank Rogers débarque en Russie, il ne parle pas un mot de russe. Il va se retrouver dans l'agence de commerce extérieur. À un moment, il ouvre sa mallette, il sort une cartouche. Les gars, ils croient avoir un vaisseau extraterrestre. Ils disent, qu'est-ce que c'est que ça? Et le génie qu'il va avoir, qui est extraordinaire, parce que Robert Stein a signé sur son fax qu'il avait les droits de tous les ordinateurs passés, présents, à venir, etc. Ah oui, carrément, il ne s'était pas embêté, quoi. Mais Hank Rogers va montrer une console, va dire, est-ce que vous appelez ça un ordinateur? Est-ce qu'on peut rajouter un addendum, comme quoi un ordinateur, c'est un clavier? Et très malin, le gars du commerce extérieur va passer Robert Stein il va lui passer un savon mémorable et à la fin il lui dit, bon, signez ceci, on va se mettre d'accord. Robert Stein, il signe un petit peu en zombie et là-dessus, il vient de signer qu'un ordinateur, il y avait un clavier et comme les consoles n'en ont pas, Nintendo récupère les droits pour toutes les consoles du monde. Et là, Robert Stein, il est fou, mais il ne peut plus rien faire. Et donc Atari qui avait donc fabriqué, parce qu'à l'époque c'était des cartouches, hein, les amis, je sais pas si vous vous 500 000 souvenez, cartouches, il doit les mettre à la poubelle. C'était un petit fichier qu'on téléchargeait. Donc ces 500 000 cartouches ont été détruites. Oui, parce qu'en fait, il y a eu un procès. Le gars russe s'est retrouvé. Il y a des histoires fabuleuses parce qu'à un moment, il y a un des Russes qui arrive avec Pajitnov à Las Vegas. Il débarque. Il faut savoir qu'à l'époque, en Amérique, on voyait pas. Je veux dire, en Russie, on voyait pas d'image de l'Amérique. Non, mais on est en pleine guerre froide. C'est ça, exactement. Les années 80, Ronald Reagan, enfin bon, qui avait des propos. À se détendre. Ça se détend, mais bon, malgré tout, il y avait des propos. Enfin, c'était pas la rigolade, quoi. Donc les gars, ils ont jamais vu l'Amérique. Ils débarquent à 11h du soir à Las Vegas. Faut imaginer, là, ils voient des gâteaux qui font 10 mètres de haut. Tout le contraire de ce qu'ils avaient l'habitude de voir, en fait. Et eux, ils savent pas, ils se disent, est-ce que c'est ça? Peut-être que toute l'Amérique est comme ça, quoi. Il y en a qui disent, il y en a un qui pose la question à un moment au gars qui l'accompagne, est-ce que toute l'Amérique est comme ça? Enfin bon, genre un grand carnaval, quoi. Incroyable. Oui. Et donc, lors du procès qui va se passer à San Francisco, Atari va être débouté. Et donc, Nintendo va récupérer Tetris. Alors, c'est Nintendo qui va récupérer Tetris. On est quoi? Fin des années 80. Exact. C'est ça? Nintendo est avec sa NES, sa Super NES. Il y a aussi la Game Boy qui arrive. C'est ça, Tetris sort sur la Game Boy. Voilà, et ça va être aussi l'un des, dire, des jeux majeurs pour la Game Boy. 40 millions d'exemplaires qui vont être vendus et le pauvre Pajitnov ne va pas toucher un maigre copec là-dessus. Alors, sans mauvais jeu de mots, c'est vrai qu'il n'a pas touché un copec, le pauvre. Mais, oui, mais c'est vrai, rien du tout. Rien du tout. C'est incroyable, cette histoire-là. Mais ça doit être l'un des plus grands regrets de sa vie, non? Non, parce qu'il en a fait une philosophie de se dire, bon, j'ai fait un geste d'amitié entre le monde soviétique et le monde occidental. Je pense que s'il n'avait pas une attitude comme ça, il ne pourrait pas dormir la nuit, quoi. C'est dingue. 40 millions donc d'exemplaires. Là, vous parlez que de Nintendo. Est-ce qu'on a une idée du nombre de copies de Tetris qui se sont vendues dans le monde? Là, il les estime à peu près à 130 millions, sachant que beaucoup de programmeurs à qui j'ai parlé peuvent programmer un Tetris. Donc il y a énormément de copies dont on ne sait pas si c'est des copies officielles. Depuis 1996, ils ont fait une société, Hank Rogers, là, le fameux un peu asiatique. Et Pajitnov, depuis 1996, il commence à toucher des droits dessus. On estime qu'il s'en est vendu à peu près 130 millions aujourd'hui. 130 millions. Donc il a quand même touché quelques sous depuis. Sans parler des copies, parce que bien sûr, parfois, enfin sur le web, il suffit de taper Tetris, on se retrouve avec des copies, des choses comme ça. C'est un jeu c'est peut-être l'un des jeux les plus copiés au monde, non? Il y a ça, surtout, je crois que c'est le jeu le plus universel. Pratiquement n'importe qui peut jouer à Tetris, quoi. Est-ce que Pajitnov explique pourquoi on devient autant addict à Tetris? La théorie qui prétend, c'est que Tetris vous renvoie en permanence à l'écran vos erreurs, vos échecs, et qu'on veut à chaque fois le défier. Et c'est vrai, c'est un peu ça. Chaque fois. Et il a raconté une histoire qui est très drôle et qui est vraie, vous l'avez peut-être tous ressenti, c'est qu'on a l'impression que l'ordinateur est truqué pour nous donner tort, et alors que c'est de l'aléatoire. Il dit, même lui qui a créé le jeu, il a ressenti parfois ça, comme si l'ordinateur se moquait de lui, quoi. Est-ce qu'il a fait d'autres jeux, Pajitnov, ou il a fait que ça? Il a fait d'autres jeux. Il a été embauché par Microsoft en 1996. Il a fait par exemple un jeu qui s'appelle Pandora's Box, qui s'est vendu à 100 000 exemplaires, ce qui est un four pour Microsoft. Il a jamais été dragué par, on va dire, des Nintendo, des Sony, etc. Il n'y a que Microsoft qui s'intéresse à lui. Microsoft, c'est quand même pas mal. Oui, en 1996, c'est la plus grosse société de logiciels du monde. Mais ce n'est pas forcément celle qui fait le plus de jeux vidéo, qui est spécialisée dans le jeu vidéo à l'époque. C'est plus, on va dire, Sony ou Nintendo, non?
Oui, mais ils ont quand même fait la Xbox après. Ils avaient Flight Simulator qui marchait bien dans une Microsoft. C'était l'époque où ils devaient vraiment se lancer dans le jeu. Ils ont quand même récupéré Minecraft récemment, qui est la plus grosse vente, qui a dépassé Tetris d'ailleurs, très récemment, qui a dépassé Tetris. Alors vous l'avez rencontré, ce Alexis Pajitnov. Comment il est dans la vie? C'est quelqu'un de sympathique. Maintenant, il vit aux États-Unis, vous le disiez. Il est comment? C'est un mathicien un peu renfermé, c'est un geek, il est comment? C'est un grand nounours, c'est un grand ours en plus. C'est un des types les plus adorables que j'ai rencontrés. Avec Louis Bertignac de téléphone, j'en profite. Oui, comme ça, un peu de pub sur la bio. Mais non, c'est un type adorable, mais à un point. Mais c'est heureusement qu'il a cet état d'esprit-là, parce que je pense que quelqu'un d'autre qui aurait été aigri aurait très mal vécu d'avoir 40 millions de copies qui lui échappent. Est-ce qu'il y a des petites anecdotes sympathiques, croustillantes à raconter concernant ce jeu, qu'on retrouve d'ailleurs dans ce livre? Oui, vous pourriez nous raconter? Il y en a des tonnes. Il y a le fait que Robert Maxwell lui-même, donc le mania australien de la presse, à un moment va se retrouver à Londres, voir Gorbatchev, parce qu'il veut installer des magazines en Russie. Et parmi les 12 points de la liste qu'il a amené, il a récupéré les droits de Tetris. Et Gorbatchev, qui sait très bien que maintenant ils viennent de signer un contrat avec Nintendo hyper juteux, se montre extrêmement diplomate, il fait « je vais y réfléchir ». Enfin bon, il fait ça à la russe, etc. Et Maxwell repart avec rien du tout, mais bon, c'est quand même dingue de penser que c'est remonté jusqu'au président russe, quoi. C'est incroyable. Incroyable. Et Tetris qui existe encore aujourd'hui. Bien sûr. C'est un jeu, alors moi perso, je préfère le jouer sur la Game Boy pour me retrouver avec l'ambiance vintage, mais c'est un jeu sur mobile aussi qui fonctionne. Alors, sur les écrans tactiles, c'est moins sympa, je trouve, parce que on n'a pas la même sensation, mais voilà, ça marche encore. C'est un jeu qui existe encore et qui souvent est numéro 1 des apps de jeux téléchargés encore. C'est vrai. C'est le jeu universel, je crois. Moi, j'adore des tonnes de jeux comme Final Fantasy 9, etc. Mais il n'y a pas un jeu plus universel que Tetris. Il faut quand même se rendre à l'évidence. C'est peut-être pas le plus beau graphiquement, mais c'est le jeu parfait, quoi. Alors voilà, vous savez quoi, vous faites une petite partie de Tetris pour voir si vous avez perdu la main. C'est un peu comme le vélo, quand on a beaucoup joué, après ça revient très vite. Et puis voilà, si vous voulez en savoir plus sur ce jeu qui vous a fait peut-être passer des nuits blanches, tout comme moi, cet ouvrage sort très bientôt là. Le 27 mai. Le 27 mai dans toutes les bonnes librairies. Alexis Pajitnov, donc l'incroyable histoire du créateur de Tetris. On pourrait parler avec vous des heures de Tetris et puis de toutes ces stars de la Silicon Valley que vous avez rencontrées. Enfin voilà, vous avez rencontré Steve Jobs, Bill Gates, etc. Daniel. Donc on aura d'autres occasions de se voir, je pense. De quoi je me mêle. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Daniel. Vous restez avec nous. Suite et fin de quoi je me mêle dans un instant. Et ce sera avec Victor Jakimovic. Là, ça sera du concret, du produit, les coups de cœur de Victor tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.